On va reprendre avec notre cours sur l'histoire de l'architecture dite islamique. La dernière fois, on s'est arrêté sur la dynastie almohade. La dynastie almohade qui se représente comme la plus grande dynastie un peu de l'islam. Elle est considérée, c'est la troisième État qui a gouverné sur le territoire de l'islam après les Abbassides, après les Omeyyades et les Abbassides. C'est une dynastie qui a à son origine, elle était fondée par un talib, c'est-à-dire un étudiant qui s'appelle Ibn Tumurt. Sur le plan politique, ils sont arrivés à unifier tout le territoire du Maghreb, qui s'étale un peu du Sénégal actuel, jusqu'à Tripoli, jusqu'à la Libye actuelle, plus l'Andalousie. Et le représente sur le plan de la civilisation, c'est comme l'apogée en quelque sorte de la civilisation maghrébine. Et à partir de 212, c'est la date un peu symbolique qui va de 212, c'est la défaite des armées musulmanes face à l'avancée chrétienne. Et à partir de cette date-là, le monde maghrébin en quelque sorte, il va entrer dans une phase un peu de régression, de décadence et de régression. C'est pas seulement sur le plan d'architecture, mais sur tous les plans, sur le plan de civilisation, au sens global du terme. C'est pour cela toute la réflexion actuelle, selon ce penseur qui est Malik Ben Nabi, qui est un ingénieur de formation. Il faut pas croire. En tout cas, les bonnes études qui se font dans les sciences dites humaines, parce qu'il n'y a pas de sciences humaines. Le concept de sciences humaines, il est récent dans la pensée. Dans les anciennes civilisations, on parle des sciences rationnelles et des sciences philosophiques. Les études qui sont fondées, c'est des penseurs qui viennent des sciences rationnelles, des sciences de la nature. Vous prenez l'ouvrage de Thomas Kuhn par exemple, c'est un physicien d'origine. Il a écrit un livre qui a, en quelque sorte, il est devenu la référence dans les sciences d'une humaine. La structure des révolutions scientifiques, c'est un ouvrage de référence dans les sciences humaines en général. Et la majorité des réflexions qui sont fondées dans l'histoire, c'est des gens qui sont venus des sciences dites exactes, parce que ça, c'est des mots. Vous prenez les grands penseurs, ils ont fait les mathématiques, ils ont fait la physique, ils ont fait les sciences naturelles, et après, ils ont débordé dans les sciences dites humaines. Parce qu'au fond, le mot science humaine n'existe pas. C'est juste un découpage. Les sciences aussi, ils découlent des conceptions philosophiques qui sont plus globales. Et actuellement, on tombe vers l'unification des sciences. On ne parle plus de sciences humaines, de sciences exactes. Et c'est pour cela, la pensée de Malik Ben Nabi, c'est un ingénieur en électricité, à son origine, et il a basculé un peu dans les sciences, dans les problèmes de la civilisation au sens global. Et pour lui, que tous les problèmes qu'on vit, dans sa globalité, qu'il soit de l'architecture, de la politique, de l'économie, du social, il faut remonter au point où la courbe a commencé, la régression, ça veut dire à cette période-là, à la période des Almohades. Sur le plan de l'architecture, on a dit que les Almohades, l'architecture, ils reflétaient un peu leur ambition, en quelque sorte. L'architecture, toujours, c'est le reflet de l'idéologie ou de la philosophie de l'État, des ambitions de l'élite politique. Et ils ont légué, ils nous ont laissé pas mal de monuments qui symbolisent un peu cette grandeur de cet État. On a pas mal de monuments qui sont présents actuellement. Ils sont en général marocains, la mosquée de Tilmel, Koutoubia, la Kasbah, la mosquée de Sivi et la mosquée de Taza, on a la mosquée de Rabat, et on a aussi dans d'autres monuments, c'est des portes monumentales des villes, il y a pas mal. Sur le plan d'architecture, il y a une innovation.
Ça, ce qui est intéressant aussi, lorsqu'on fait un peu l'histoire de l'architecture, ça suffit pas de faire un peu la chronologie. Hein, des événements, en tel siècle on a tel monument, ça c'est un point de départ. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser la question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à chaque fois? Comment ces tribus berbères qui sont descendues de la montagne en quelque sorte, hein, c'est des bédouins, et ils sont arrivés dès le départ de la naissance, hein, dès la naissance du mouvement, à créer un modèle. Ce modèle-là, c'est un modèle un peu qui existe peut-être des siècles avant chez les Fatimides, mais les Almohades ils l'ont repris en quelque sorte. Cette composition, on est toujours dans la composition dite plan arabe, mais il y a des innovations. C'est la présence des coupoles, une série de coupoles dans la nef du mur de la Qibla. Hein, il y a la présence dans la mosquée de cette nef, cette travée, avec une série de coupoles. Là, ils sont 3. Il y a la coupole principale devant le mihrab. Il y a 2 coupoles aux extrémités. On peut avoir aussi jusqu'à 5 coupoles. Hein. C'est le cas de la Koutoubia. Il y a aussi une innovation, ça c'est dans la conception globale, mais aussi une innovation dans la décoration. La décoration, les Almohades, c'est une décoration dite austère, hein, c'est-à-dire à base de la géométrie. Hein, à base de la géométrie, il n'y a pas un excès de la décoration. Ça aussi, il est dû peut-être à leur dogme théologique. Hein, vous voyez là, le dogme, là c'est une architecture un peu très géométrisée. Ça veut dire qu'il n'y a que de la géométrie, c'est la combinaison de différents éléments. Et ça, il y a le contraste un peu avec la décoration qui était avant eux. Ça veut dire la décoration des Almoravides. La période aussi, la période aussi des Almohades, elle est connue par ce qu'on appelle les 3 grands minarets. Hein, les 3 grands minarets dites Almohades. On a le minaret de la Koutoubia, le minaret de l'Hassan, à Rabat, et le minaret de la Giralda à Séville. Les questions du minaret, on est toujours dans la tradition maghrébine. Ça veut dire que remonte à son origine au minaret de la mosquée de Damas, qui a son origine ici, c'est le phare du temple, qui est à base carrée. Et ce modèle-là, qui va immigrer au Maghreb, il va être la référence. Et là, ce qu'on constate aussi, là, c'est un peu la suite des minarets hamadites de la Qala'a ibn Hamad. Hein, c'est avec un fût à base carrée, un fût, c'est un, comment on l'appelle, un parallélépipède. Et il y a toujours la composition. On a le fût, le corps un peu du minaret. On a l'anternant, plus la coupole. Hein, c'est ça un peu dans sa globalité, les droits à partir du minaret. Sur le plan de la décoration, toutes les phases elles sont différentes. Mais elles obéissent à la même conception. On a un ensemble de registres à partir du bas vers le haut. À chaque fois on s'élève vers le haut, la décoration elle devient plus importante et il devient plus raffiné. Tout ça on l'a vu, hein, on ne va pas attarder sur ça. Hein. Voilà un peu le type de décoration qu'on a trouvé à la Koutoubia. C'est une décoration en base des entrelacs géométriques, ça veut dire que c'est des baguettes hein, qui sont faites avec la brique et qui remplissent les façades. Hein. Et la question des minarets aussi, les minarets, là c'est des grands minarets. Hein. Leur base, il y a 12 mètres, il y a 14 mètres, il y a même la base qui fait 16 mètres de côté. Celle de l'Hassan, il fait plus de 16 mètres de côté et qui s'étale un peu dans le ciel jusqu'à 80 mètres. Ça veut dire sur le plan de la conception. Et ils sont importants, mais ils obéissent à la même règle de conception.
Ce qu'on appelle là, c'est des minarets dits creux. Ça veut dire le noyau central, il est vide. Et l'évolution, hein, la montée dans le minaret, ça se fait par des rampes. Hein, vous avez toujours un noyau central et des rampes qui évoluent autour de ce noyau-là. Et ce noyau-là, voilà un peu la rampe, comment se développe. On a dit cette rampe, elle est utilisée pour la montée. En même temps, elle est utilisée aussi pour des raisons de construction de ces monuments-là. Parce qu'ils sont hauts. Là, ils sont utilisés pour faire monter les matériaux vers par une bête jusqu'à les étages supérieurs. Et à l'intérieur maintenant, il y a des salles. Ce noyau creux, c'est une superposition de salles. Et ces salles-là, elles sont décorées aussi, avec des coupoles dites à nervures. Le minaret de Hassan, on a dit que malheureusement, même si c'est la plus grande mosquée du Maghreb de cette période-là, qui fait 140 sur 180 mètres. C'est plus grand qu'un stade. Ça veut dire, mais malheureusement, on l'a construit après la victoire d'Alakos, d'une bataille, et là le roi, pour on peut exprimer cette grandeur, il a construit cette grande mosquée qui malheureusement il n'est pas achevé. Et c'est ça un peu. Mais à la fin, ce roi-là, il a regretté de commencer cette mosquée, parce qu'il a consommé beaucoup de budget de l'État sans arriver à la terminer. Et on a le minaret. Voilà, actuellement, c'est une forêt de poteaux qui existe à Rabat. Rabat, le mot de son origine, c'est Ribat al-Fath. Ribat al-Fath, c'est un camp où les armées allemandes se rencontrent avant de passer de l'autre côté de la Méditerranée pour faire la conquête et stopper l'avancée des chrétiens. Ce minaret-là, qu'on a dit qui est imposant, il est dans l'axe du mihrab, qui a à sa base, c'est un minaret qui fait 16 mètres de côté, 16 mètres, et une hauteur, si on applique un peu la règle 1/5, il aura une hauteur qui dépasse les 80 mètres. Sur le plan de la décoration aussi, ça c'est une décoration aussi géométrique qui domine, c'est de la géométrie. Là aussi, c'est un peu le rationalisme, le rationalisme d'Averroès, parce que là, c'est la même période historique. On peut faire un peu des liens entre l'architecture et les différents textes de philosophie de l'époque. Parce que l'architecture, c'est l'état de la société. On peut lire aussi l'architecture à partir de la poésie, à partir des textes philosophiques, à partir des textes de la hisba. C'est quoi la hisba? Le mot hisba, est-ce que vous l'avez entendu parler? Oui. La ville, comment elle est gérée à l'époque? Actuellement, soi-disant, on a les services d'urbanisme. On a les services de la DUC, on a ces services qui font partie du ministère de la construction et d'urbanisme. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Le service qui gère la ville à l'époque, ce qu'on appelle le service de la Hisba. Et la Hisba, c'est une branche de la jurisprudence, de l'Qadha. Et le Hisba, il y a des agents qui s'occupent de la gestion de la ville. Qui gèrent la ville, qui contrôlent l'état des constructions, qui surveillent ce qui se passe dans les marchés, ainsi de suite. Ce qu'on appelle la Hisba. Et la Hisba, il y a tout ce qui découle de la gestion de la ville, il est publié dans ce chapitre. Et on a pas mal d'ouvrages qui traitent les questions de la Hisba. Vous avez par exemple un traité, ce qu'on appelle un traité d'Ibn Abdoun. C'est au XIIe siècle, sur la ville de Séville. Et lorsque vous allez le lire, et ce livre-là, il est disponible, vous pouvez le télécharger, il existe. Lorsque vous allez le lire, vous allez constater qu'ils ont des règles d'urbanisme peut-être mieux que nos lois actuelles. Parce qu'actuellement,
on a plus de 80% de nos lois d'urbanisme qui ne sont pas appliquées. Par contre, à l'époque, il y avait une gestion de la ville. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le matériel, la conception, mais il y a une gestion derrière. Cette gestion-là, elle est dans les traités, ce qu'on appelle les traités de la Hisba. Et dans les traités de la Hisba aussi, on peut comprendre la ville, on peut comprendre aussi l'architecture à partir de ces textes-là. On a dit là, on a toujours la même conception, même les différentes façades sont différentes, mais vous avez toujours un ensemble de registres qui sont superposés jusqu'à arriver au sommet, et à chaque fois on monte, la décoration elle devient aussi plus raffinée pour arriver à ces entres-là qui terminent un peu le minaret. Là, c'est un peu les différentes phases de ce minaret-là. On est arrêté la dernière fois sur le troisième minaret, sur le troisième minaret de la dynastie almohade, ce qu'on appelle le minaret de la Giralda. On l'appelle la Giralda parce que c'est tout ce qui reste de la grande mosquée almohade de Séville, parce que cette mosquée, une fois elle est tombée dans les mains des chrétiens, ils l'ont transformée un peu la mosquée en une cathédrale. Vous voyez là une image de cette cathédrale. Tout ce qui reste un peu de cette grande mosquée, c'est juste le minaret, plus une partie de ce mur. Le reste, tout ça, s'est transformé en cathédrale. Ils ont construit une cathédrale une fois cette ville est tombée dans les mains des chrétiens. C'est, je crois, au 1236 qui est tombé. Maintenant, sur le plan de l'architecture, ce minaret, il a connu des évolutions. Là, puisque le minaret actuel, c'est celui-là. Le minaret actuel, c'est celui-là. On a la partie basse qui est restée musulmane, jusqu'à 50 mètres, et la partie haute, ce qu'on appelle le clocher, et ils l'ont transformé pour qu'il soit un clocher pour l'église à côté. Depuis son état d'origine, on a essayé un peu d'imaginer l'état d'origine qui est à l'image un peu de la Koutoubia, puisque c'est la même conception. On a toujours le corps du minaret, ce qu'on appelle le fût, l'internon et la coupole qui se termine avec un jamour. Un jamour, c'est un ensemble de boules qui se termine en haut. Ils l'ont transformé après en église. Ils ont transformé la coupole plus le jamour en une église. Ça, c'est vers 1300. Mais au XVIe siècle, là, ils ont transformé toute la partie supérieure en un clocher. Et jusqu'actuellement, il est devenu un symbole un peu de cette vie de Séville. On raconte aussi, il va être même une référence lorsqu'on va concevoir les gratte-ciel aux États-Unis au siècle passé. Si vous regardez, il y a des esquisses de gratte-ciel qui ressemblent trop à ce type de minaret de Séville. La conception, on a dit qu'elle obéit toujours à la même conception des trois minarets almohades. Vous avez un corps creux, et l'évolution dans le minaret, ça se fait par une rampe qui évolue autour de ce noyau. Et là, vous avez des murs qui sont épais. Là, le côté, il fait 14 mètres. 14 mètres de côté. Et on a à chaque fois, l'évolution, ça se fait à partir d'une rampe jusqu'au sommet. Là aussi, pour la question de la décoration de ce minaret, on reprend en quelque sorte dans la composition le minaret des Hamadites. Si vous vous souvenez bien, le minaret Hamadite, il est composé d'un ensemble de registres d'une façon verticale. Vous avez les deux côtés et un au milieu. Là aussi, ils ont repris un peu le même principe.
Il y a un découpage horizontal, il y a un découpage vertical. Le décor de la Giralda permet d'alléger la construction dont la forme simple correspondait à un idéal de sobriété prôné par la dynastie. Aucune des 4 faces n'est identique, mais toutes répondent à un même schéma. Là aussi, c'est un peu de la création. Hein. Si nous, aujourd'hui, on va faire les faces identiques, on va faire copier-coller, ça reflète un peu notre état d'esprit. Hein. Par contre, à l'époque, non, les artisans, ils étaient des créateurs. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et vous prenez dans chaque phase, dans chaque partie, dans chaque panneau, hein, si on regarde les détails, on voit qu'ils sont différents. Il y a le schéma global, il y a la structure globale, mais après, chaque artiste, il prend une partie pour la décorer. La base est très sobre, décorée seulement de quelques arcs. À chaque fois, hein, là aussi, la partie basse, il est un peu sobre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de décoration, à part quelques arcs. Et à chaque fois, on évolue. À chaque fois, on monte. C'est un peu, c'est philosophique aussi, ça. Hein. Chaque fois, on monte. Au ciel, les choses deviennent plus beaux et plus raffinées. Au-dessus, 3 registres verticaux. Là aussi, on reprend un peu des registres à partir de la partie basse, mais une fois on monte en haut, on a ce qu'on appelle ces 3 registres. On a un registre central et on a 2 registres latéraux. Registres verticaux prennent place. Celui du centre comporte 4 niveaux. Celui du centre, il y a aussi 4 niveaux. Comporte 4 niveaux d'ouverture jumelés, ça veut dire jumelés si on double, hein, jumelés reposant sur des colonnettes de chaque côté. Sur 2 niveaux, des entrelacs reposent sur des colonnettes. En partie supérieure prend place une rangée d'arcs polylobés. Surmontés par un registre de merlons. Et ces arcs, ça peut être en quelque sorte un balcon, parce que qu'on peut sortir à partir de l'intérieur. Ça, c'est un peu le registre central. Hein. Mais de 2 côtés maintenant, on a cette décoration, ce qu'on appelle la décoration. Les arcs utilisés sont en plein cintre, outrepassés ou polylobés, suivant un vocabulaire fréquemment utilisé en Espagne, par exemple à la grande mosquée de Cordoue. Hein. Et la décoration aussi, le type d'arc, soit c'est des arcs outrepassés, polylobés, plein cintre. Là aussi, il y a les 2 grands arcs qui dominent un peu l'architecture au Maghreb. On a dit c'est l'arc plein cintre outrepassé qui domine la grande mosquée de Cordoue. Et on a, à partir des Almohades, des Almoravides, il y a la présence des arcs brisés, outrepassés. Les arcs brisés, outrepassés. Et à partir de cet arc-là, on a créé des arcs lobés, hein, de différentes formes. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ces 3 grands minarets almohades. Ces 3 grands minarets, à part le petit minaret de Tinmel, hein, qu'on n'a pas cité parce que c'est un minaret qu'on a vu qu'il est dans la partie du mihrab. Pardon. Aussi, parmi les monuments importants de la dynastie almohade, c'est les portes. Les portes monumentales, ce qu'on appelle les portes des villes. Hein, les portes dites monumentales, c'est des portes de ville. Et là aussi, même si c'est des portes, c'est une œuvre d'art. Hein, c'est pas une question de porte seulement. Hein, c'est une porte qui reçoit une décoration importante. Là, vous voyez un peu, ça c'est la porte, on l'appelle comment? Ça c'est la porte du Zoudaïa, je crois, à Marrakech.
C'est une des portes de croix. C'est une des portes de Marrakech. Là aussi, ils obéissent à une composition. On a toujours chacune porte qui est flanquée de 2 tours. C'est des tours un peu de surveillance, parce que c'est des portes de la ville. Et la porte elle-même maintenant, elle est aussi, elle a reçu une décoration. C'est comme les portes des mosquées. Là, vous avez, ça c'est le rempart actuel, qui est une modification. Ça c'est le rempart de la ville. Voilà, c'est un peu la décoration un peu de cette porte-là. C'est une porte, là l'arc il est un peu légèrement brisé, trepassé, qui est composé avec des arcs lobés, avec une succession d'arcs lobés, qui crée des voussures en zigzag. Les équations, elle est dans un encadrement rectangulaire. Il y a toujours cette composition, c'est comme les mihrabs. Les équations, ils ont reçu une décoration florale, je ne sais pas si vous le voyez là. Tout ça, c'est une décoration florale. Au milieu des équations, on a ces 2 rosaces en relief. L'intérieur de cette porte, parce que c'est la porte de la ville, c'est un dispositif. C'est pas une question de porte seulement. C'est un projet lui, dans son ensemble. À l'intérieur, c'est l'accès. Là, il est coudé. J'ai pas le plan, mais c'est un accès coudé. Jusqu'à là, il peut avoir 2 coudes, il peut avoir 3 pour accéder à la ville. Et à l'intérieur, c'est une succession aussi de salles qui reçoit une décoration, soit des coupoles, soit et des voûtes. Voilà un type un peu de coupole qu'on a à l'intérieur de la porte. Ça, c'est un élément, comment on l'appelle celui, cet élément? À votre avis, on le trouve où? C'est pas la colonne chapiteau. Vous avez l'arc, ce qu'on appelle un élément serpentiforme, serpentiforme parce qu'il ressemble à un serpent. Il est là. C'est la base de l'arc, c'est la transition entre l'arc et le chapiteau. Il y a cet élément-là qu'on appelle un serpentiforme, parce que là, il a une forme de serpent, et il y a plusieurs formes aussi dans cet élément-là. Vous regardez cette question des matériaux, c'est de la pierre. Elle est taillée, tout est taillé dans la pierre. Toute la décoration un peu de cette porte, c'est taillé dans la pierre. Voilà la décoration florale un peu des équations. Là, vous voyez un peu les palmes et les fleurons avec des rinceaux qui composent toute la phase des équations de la porte, bien sûr avec cet élément-là qui est central. C'est un élément qui est repris. Là aussi un peu l'architecture islamique, l'architecture dite islamique, dans ces éléments de composition, ils ont repris beaucoup des autres civilisations. C'est pas, mais ils les ont utilisés dans une nouvelle conception, en quelque sorte, dans une nouvelle vision du monde, parce que l'art, c'est un reflet un peu de la conception de l'homme, de la nature dans sa globalité. Et
Ça, c'est un peu l'état dit almohade. Hein, cet état almohade, malheureusement, rien ne dure dans la vie. Hein, ça, c'est un peu une règle. Hein. Des grands empires de l'histoire, ils sont partis. Et ça aussi, la chute, en général, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Hein, la chute des grands empires, si on regarde un peu l'histoire, c'est pas en perdant une bataille, l'État se disloque. La bataille, ça peut être juste un seul élément. 212, la défaite des Almohades, c'est un point, on le prend comme un point, mais au fond, c'est pas la raison principale. La raison principale, elle est intérieure. Hein, elle est intérieure. Hein. Il ne faut pas imaginer que les États, ils se perdent par la défaite militaire. La défaite militaire, c'est, vous prenez l'Allemagne, elle a perdu les guerres, mais actuellement, c'est la locomotive de l'Europe, toujours. Ça veut dire on peut perdre une bataille, mais on a l'élan de la civilisation. Ça, c'est ce qui est important. Mais si on perd l'élan de civilisation, ça veut dire on cesse de penser. Même vous avez la force militaire, vous ne pouvez rien faire avec. C'est pour cela, la fin de la dynastie almohade, là, c'est un peu, on voyait un peu les querelles à l'intérieur. Il y a des problèmes internes qui commencent à émerger. Les derniers califes almohades, ils ont cessé un peu, hein, ils ont remis en cause, en quelque sorte, l'idéologie de l'État. Ce qu'on appelle l'infaillibilité du Mahdi, qui était l'idéologie un peu de l'État. Et à cause de ça, plus le territoire qui était il était grand, le territoire du Maghreb, ils n'arrivaient pas à maintenir leur force pour établir l'autorité sur ce territoire-là. Et on assiste à la division de ce grand territoire. Même sur le plan de la géographie, c'est un peu difficile hein, de l'unifier. Parce que c'est une géographie, parce que qui fait la politique, c'est la géographie. Hein, c'est la façon comme la géographie elle est faite, et on arrive à établir l'autorité politique. Et le Maghreb, c'est un espace horizontal. Et dans toute son histoire, depuis la nuit des temps, hein, il y a la présence toujours des trois États. Hein, des trois États, même pendant les rois berbères avant l'islam, il y a toujours la présence de Maghreb al-Awsat, l'Adna et l'Aqsa. Ça veut dire qu'il y a toujours la présence de ces rois d'État qui dominent un peu l'histoire du Maghreb. Et l'unification, en quelque sorte, c'est l'exception. Hein.